On voulait faire un film sur internet, gratuit pour le consommateur, ça n'existe pas. On l'a fait quoi. Même si personne l'aime ce film, ça n'aura pas été vain, tu vois. Je me sens incroyablement déconnecté de YouTube depuis un certain temps. J'ai remarqué que beaucoup d'entre vous avaient cette espèce de sentiment de déconnexion et c'est quelque chose que j'ai aussi beaucoup retrouvé dans des forums où il y avait ce sentiment qui émergeait de plus en plus de YouTube ça m'emmerde, YouTube ça me fait chier, ça m'intéresse plus, les choses qu'il y a dessus ne m'intéressent pas. Jamais je me suis dit que j'allais arrêter YouTube. Pour moi c'est impensable. C'est l'endroit que je maîtrise le mieux, là où j'ai le moins de contraintes. Quand je fais un dessin animé ou un film ou ce que vous voulez, il y a plein d'intervenants, il y a des gens à convaincre. Là sur ma chaîne YouTube, je peux faire ce que je veux. Si je veux faire un court-métrage dans un smartphone, je le fais. Si je veux faire une suite ou un nouveau sketch ou tester, si je veux refaire de la musique, je pourrais. J'espère garder ma chaîne YouTube le plus longtemps possible. YouTube il y a 10 ans c'était la contre-culture. Les gens regardaient la télé et tout et il y avait YouTube qui sortait. Maintenant YouTube c'est devenu la norme, c'est comme ça. Et si, vous vous rendez compte comme c'est génial ce qu'on a réussi à faire tous, vous aussi, et depuis 10 ans. On a fait en sorte que ce média devienne le média peut-être le plus puissant devant les autres télé, radio, ou en tout cas sur les jeunes, sur les générations, en tout cas plus jeunes. Et en gros, aujourd'hui sur YouTube, il n'y a jamais eu autant de contenu, autant de créateurs, autant de gens qui regardent. Si vous regardez des vidéos YouTube depuis au moins quelques années, vous avez forcément reconnu parmi les images que vous venez de voir des vidéastes que vous connaissez. Peut-être même que vous avez reconnu les vidéos dont viennent les extraits. Et c'est normal puisque YouTube, en permettant la diffusion gratuite de vidéos sur le web depuis 2005, a complètement bouleversé l'industrie audiovisuelle mondiale et française. Depuis le début des années 2010, les productions vidéo françaises abondent sur la plateforme, que ce soit des séries, des courts-métrages, des longs-métrages, des sketchs, des vlogs, de la vulgarisation scientifique, il y a de tout sur YouTube. Cette multitude de contenus a au fur et à mesure rencontré un public de plus en plus grand, jusqu'à ce que maintenant YouTube soit consulté par presque 20 millions de visiteurs uniques chaque jour en France, d'après les chiffres Médiamétrie de 2020. Ainsi, sur les 17 dernières années, une véritable culture YouTube s'est créée, un nouveau style de production vidéo a émergé grâce à cela, et les moyens dont disposent les YouTubeurs se sont adaptés à ces nouveaux besoins. C'est même l'industrie audiovisuelle tout entière qui s'est ajustée sur de nombreux aspects à l'arrivée de la création vidéo sur YouTube. Et c'est justement le sujet de cette vidéo. Lorsque j'ai commencé l'écriture de cette vidéo, j'ai voulu catégoriser le contenu sur YouTube en fonction de la période où il est sorti, pour commencer par une courte rétrospective. Mais c'était une énorme erreur. Le fait que YouTube permette à tout le monde de poster des vidéos sur sa plateforme a apporté un nombre de styles de vidéos sans fin. Par exemple, sur le mois de novembre 2015, Golden Moustache sortait Les Dissociés, un long métrage de fiction d'1h15 dont on va parler un petit peu plus tard, pendant que Cyprien, lui, sortait une vidéo humoristique intitulée Les objets what the fuck. Les deux vidéos ont été massivement visionnées sur la plateforme, pourtant il est difficile de faire un plus grand écart dans le style des vidéos. D'ailleurs, il est même souvent difficile de catégoriser le contenu d'une seule chaîne YouTube. Pour reprendre l'exemple de Cyprien, 2 mois après la vidéo dont je viens de vous parler, il sortait le court-métrage La Cartouche, une fiction de plus d'une vingtaine de minutes, complètement à l'opposé de l'autre vidéo. Je vais donc ici faire de mon mieux pour décrire les différents contenus qui sont présents sur le YouTube francophone, mais sachez qu'il y en a beaucoup d'autres que ceux que je vais présenter dans cette vidéo, puisque le but n'est pas de faire une liste, mais de donner une vision d'ensemble de la production audiovisuelle sur YouTube. Et cette difficulté de classer les styles de vidéos YouTube, on la voit notamment lorsqu'on demande aux personnes qui regardaient YouTube en France au tout début de la plateforme, quel était le premier contenu marquant selon eux sur YouTube. Car souvent on entend que chronologiquement, j'espère ne pas dire de bêtises, mais tout a commencé par la grande mode des podcasts début 2011, avec notamment Cyprien, Norman, Hugo, Kemar et Mr V qui ont été les précurseurs. Et c'est vrai que c'est l'une des modes qui a le plus marqué le début de YouTube en France. Mais il y a un autre style de vidéo, et surtout un vidéaste en particulier qui a eu beaucoup d'impact sur YouTube avant les podcasts, et c'était Rémi Gaillard avec ses caméras cachées. D'ailleurs, la plupart de ces vidéastes étaient déjà présents sur Dailymotion avant de publier des vidéos sur YouTube, donc même si les podcasts ont effectivement été une mode qui a grandement marqué le public sur YouTube au début des années 2010 en France, les caméras cachées étaient également une mode très importante à l'époque et il y avait plusieurs vidéastes qui en faisaient, dont le plus connu était Rémi Gaillard.
La particularité des vidéastes qui faisaient des podcasts, c'est qu'ils cherchaient vraiment déjà à l'époque à créer un lien de proximité avec leur public en réalisant des foires aux questions, des vidéos de remerciements pour les paliers d'abonnés, et ils ont surtout créé des références que tout le monde connaissait, qui étaient liées à leur chaîne et qui étaient leur marque de fabrique, ce qui a permis de très rapidement créer une véritable culture YouTube en France, avec des références que toutes les personnes qui regardaient la plateforme à l'époque connaissaient. Pourquoi? Oh! J'ai mon permis, j'ai mon permis, j'ai mon permis, j'ai mon permis. C'est trop génial! Pour fêter ça, pizza! Et YouTube est également très rapidement devenu une plateforme pour le gaming, les vidéos de jeux vidéo prenant une place très importante dès le début des années 2010. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, le gaming redevienne une niche. Le gaming, c'est l'ADN même de YouTube. Bah ils sont où? Voilà, justement, je vous disais, il y a plus grand monde ici. Et en parallèle, la fiction est arrivée sur YouTube en France, notamment avec 2 web-séries qui ont pris des chemins extrêmement différents, Noob et Le Visiteur du Futur. Noob s'est développé en restant globalement sur le même modèle de production depuis le départ. Moi, mon choix a été de rester indé le plus longtemps possible, c'est-à-dire avec une équipe indé de copains en fait, copains, membres de la famille, etc., qui viennent tourner sur leur temps libre quand ils peuvent, avec donc une personne qui va occuper un peu tous les postes techniques bénévolement sur son temps libre pour essayer justement de finir le projet. Certes, on pratique beaucoup, donc on s'est amélioré, le matériel s'est amélioré, les logiciels se sont améliorés, mais la substance de ce qu'on vit les week-ends quand on se retrouve, elle n'a pas bougé. La web-série existe encore actuellement et ils sont en train de produire une nouvelle saison. A l'inverse, l'équipe du Visiteur du Futur a préféré augmenter ses moyens à disposition pour la série en cherchant des producteurs professionnels. Grâce à No Life, que ce soit donc, les gens qui ont créé la chaîne ou les gens qui font des séries, m'ont aidé à atteindre un des investisseurs de No Life, à savoir Ankama. Ankama est une grosse société de jeux vidéo et de dessins animés, et là maintenant de longs métrages. Et ces gens-là, c'était les seuls qui avaient un esprit assez ouvert pour pas me demander mais pourquoi il vient du futur. Et aussi ils ont cette culture du ça n'existe pas vraiment encore, mais on veut investir dedans et voir si ça marche plus tard, quoi. On a mis 1 an de rencontres, de négociations, etc. pour arriver à un point où ils nous ont dit bon, qu'est-ce que tu veux faire? Et j'ai dit j'aimerais bien continuer la même chose et tout, etc. Enfin, une saison 3. Et quand on a commencé, ils ne pensaient pas forcément qu'il y aurait un diffuseur. Donc en gros, ils étaient prêts à mettre tout l'argent d'un coup. Et heureusement, France Télé est arrivé et a dit non, mais on peut s'occuper d'une partie du budget parce que nous on est diffuseurs et ça nous intéresse ce genre de format. Et finalement, après 4 saisons sur YouTube, la web-série s'est arrêtée en 2014. L'univers a ensuite été développé avec quelques livres et le sera prochainement sur grand écran puisque le film Le Visiteur du Futur sortira au cinéma en France en septembre 2022. Ça montre que certaines fictions françaises diffusées sur YouTube ont eu un impact qui a grandement dépassé la plateforme. D'ailleurs, d'autres ponts se sont également créés entre le web et le cinéma, puisqu'il n'est par exemple plus du tout rare de voir des vidéastes web français sur le grand écran. Quand on remonte, la première apparition marquante au cinéma était celle de Norman dans le rôle principal du film Pas très normale activité, sorti en janvier 2013. Mais même si le film était très attendu par beaucoup d'internautes, puisque c'était quelque chose de complètement nouveau de voir des vidéastes web dans un rôle principal au cinéma, le public n'a pas apprécié le film et donc n'a pas été beaucoup le voir. Ça a donc été un démarrage un petit peu compliqué, mais maintenant on voit tous les ans des vidéastes connus sur le web dans des films français, et on voit même aujourd'hui l'inverse, puisqu'il y a des acteurs de cinéma qui apparaissent dans des vidéos YouTube, souvent pendant la période de promotion d'un film, ce qui montre que la frontière entre le cinéma et YouTube s'est rétrécie par rapport à il y a 10 ans. C'est aussi vrai pour la télé, où au départ il y a eu plusieurs moments très difficiles pour les youtubeurs en passage télé. On en a vu des branleurs dans l'émission, mais celui-là il est magnifique. Ah là ouais, là je crois qu'on est au top. Ça veut dire que quand il vous a vu commencer à faire le con devant la caméra de votre ordinateur, il s'est dit peut-être tu pourrais faire mieux que ça, non? C'est très pipi caca. Tu gagnes beaucoup d'argent avec ton travail bizarre. Il y a un salon qui s'appelle le Video City, qui est le salon des youtubeurs français. C'est l'équivalent de Disneyland, mais avec des youtubeurs. Ouais. Donc c'est comme si on voyait Mickey, Donald et Dingo, mais les vrais du coup.
Vos fans, vous pensez qu'ils vont acheter un livre de vous? S'ils achètent un livre, vos fans, c'est un tapis de souris pour eux, non? Ma maman dit que vous devrez chercher un vrai travail au lieu de jouer toute la journée aux jeux vidéo. Je vais y aller, moi. J'assume pas tout ce qui se passe dans quelques années. Et le public qui regardait YouTube a très mal pris ces différents passages à la télé et a vraiment critiqué la télé pour ce point-là. Même si heureusement il y avait aussi des projets qui fonctionnaient, notamment lorsque les youtubeurs avaient le droit de créer eux-mêmes leur propre émission et qu'ils n'étaient pas interviewés par des personnalités de la télé. C'était par exemple le cas de Cyprien qui avait fait une émission quotidienne avec Maxime Muscat sur Énergie 12 de 2010 à 2011, appelée Les 12 infos de Cyprien. Et puis la télé a également commencé à produire des vidéos originales spécialement pour YouTube, en plus de financer des projets déjà existants comme Le Visiteur du Futur. Studio 4, c'est une plateforme qui diffuse plein de programmes, sauf que c'est sur Internet, sur YouTube, donc les gens ne se rendent pas forcément compte que c'est Studio 4, à part quand ils voient le logo, mais voilà, tu vois, ils produisent aussi Reboot, la série de Davy, donc c'est France Télévisions est souvent derrière le financement de ce qu'on fait en fait. Est-ce qu'à la base, Golden Moustache, c'est une initiative d'M6 ou alors ça a été racheté ensuite par M6, tu sais ça? C'est ni l'un ni l'autre, c'est contrairement à Studio Bagel où Studio Bagel c'est Studio Bagel et ça a été racheté et lié à Canal+. Golden Moustache c'est ni une initiative d'M6, c'est une initiative d'Adrien Labastire. D'accord. Un gars décide de monter une boîte, regarde Collège d'humour et dit viens on fait ça en France. Et en fait il va demander à M6 est-ce que vous pouvez m'aider? Grâce à ces financements, on a vu naître sur YouTube des fictions avec un budget important pour des vidéos YouTube, même s'ils restaient généralement plus limités que les budgets pour du cinéma ou pour de la télé, car à l'époque l'économie du web était vraiment très peu développée. On a donc commencé à avoir des projets beaucoup plus ambitieux sur la plateforme, avec des équipes de tournage structurées, un travail des décors, des costumes, des maquillages et de plein d'autres détails qui étaient souvent moins pris en compte sur YouTube. C'était par exemple le cas du court-métrage Mission 404, créé par le studio Bagel et Golden Moustache. En plus de ça, il durait 13 minutes, ce qui était bien au-delà de la durée moyenne des vidéos de l'époque, qui était d'environ 3 minutes. Et ce court-métrage a également marqué les spectateurs pour un point un petit peu moins positif, à savoir qu'ils ont eu du mal à sa sortie à accepter les placements de produits. Martin, attrape! Hop, attendez, excusez-moi. Restez vivant, buvez Orangina. Yeah. Pardon. En 2013, les placements de produits étaient quasiment impossibles sur YouTube, car tout de suite les viewers se plaignaient, ils n'aimaient pas du tout voir de la publicité, et encore plus quand elle se rajoutait aux publicités qui étaient déjà de base présentes sur YouTube. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on parle de pub, de marque, les gens sont en mode « Ah, vous êtes des vendus ». Mais dans n'importe quel film au cinéma, tu regardes un James Bond, c'est des placements de produits partout. Maintenant, si vous regardez régulièrement des vidéos YouTube, vous savez que ce point a bien changé, puisqu'aujourd'hui, c'est surtout les vidéos YouTube sans placement de produits sur des grosses chaînes YouTube qui sont devenues rares. Vous aussi succombez au plaisir de la toute nouvelle réduction à NordVPN. C'est bon, c'est ma pub maintenant, tu peux partir. Laissez-moi vous parler du partenaire de cette vidéo. Regardez, il est face à moi. NordVPN. Écoutez, NordVPN, ils nous ont fait confiance et ils ont financé ce méga projet, donc déjà un énorme merci à eux. C'est sponsorisé par le jeu mobile State of Survival. Pour lancer la WoW, je sais pas si vous saviez, faut tirer sur cette corde. Non, c'est pas ça. On va prendre, mettons, un YouTube Warrior de McFly et Carlito, qui est un exemple un peu de grosse prod sur YouTube. En général, c'est des projets tellement chers qu'il faut une marque derrière, donc t'attends d'avoir le go d'un client. En fonction du client, on va créer les épreuves. Quand on a fait YouTube Warrior 4 sur Assassin's Creed, on a créé les épreuves en fonction du jeu, quoi. En effet, les placements de produits permettent de créer des vidéos avec des plus gros budgets et donc de proposer des projets plus innovants, impossibles à réaliser autrement. C'est par exemple la direction qu'ont pris les chaînes YouTube d'Amixem et de Villebrequin et de beaucoup d'autres, puisqu'ils produisent régulièrement de gros projets vidéo sur YouTube qui sont financés par des placements de produits. Et le public accepte même que la publicité ne soit pas en lien avec le sujet de la vidéo, ce qui à l'époque était complètement impensable, on ne pouvait surtout pas arrêter une vidéo en plein milieu pour parler d'un placement de produit. Si le placement de produit est de plus en plus accepté par le public, c'est parce qu'il a compris avec le temps que c'est ce système qui lui permettrait de voir un contenu de meilleure qualité, des expérimentations, des choses sortant des buzz faciles et ordinaires. Évidemment, cette manière de fonctionner avec les placements de produits n'est pas le cas de toutes les chaînes YouTube françaises, mais c'est quand même quelque chose qui se généralise de plus en plus.
Et entre le refus complet des placements de produits et leur acceptation, il y a eu une période de transition où seuls les placements de produits qui étaient faits intelligemment et avec un travail en amont sur le placement de produits étaient bien acceptés. Ça a par exemple été le cas du film Les Dissociés, publié par le collectif Les Suricates sur la chaîne YouTube Golden Moustache. On veut bien mettre un pied là-dedans, des produits. Si c'est bien fait, si c'est sur scénario, c'est-à-dire que c'est pas des choses que tu rajoutes dans ton script, c'est-à-dire que nous par exemple, l'exemple que les gens grillent entre guillemets le plus facilement c'est le robot aspirateur, dans le film il y a un robot aspirateur, les gens ils font ah oui le robot aspirateur, tu fais non on avait écrit qu'il y avait un robot aspirateur, c'était dans le scénario, c'est une vraie idée, et voilà c'était dans le scénario il était tel quel. On savait qu'il y avait un gros plan, enfin on devinait qu'au découpage il y aurait sûrement un gros plan. C'est ça, donc du coup après on s'est dit bah essayer de chercher des gens qui vendent des robots aspirateurs, parce que on s'en fout de quel robot aspirateur ça sera, et du coup là en l'occurrence c'est Jiffy on dit non c'est un autre, on a fait bah ok. Comme ce long métrage de fiction a été diffusé gratuitement sur YouTube, il a été financé à 80% par des placements de produits pour pouvoir rembourser les frais engendrés par sa production. Ça a été très important puisqu'en plus de l'aspect des placements de produits, ce film a également montré qu'on pouvait créer des fictions ambitieuses sur YouTube et se servir de la plateforme pour raconter des histoires qui seraient difficiles à faire valider par des producteurs pour une diffusion sur d'autres médias. Le cinéma voudrait nous pour des trucs que le cinéma français veut et pas risquer d'autres choses. Alors qu'on est tous d'accord qu'on veut tester des nouveaux trucs. Malheureusement, il n'y a pas réellement eu d'autres projets similaires à une aussi grande ampleur sur YouTube depuis. Probablement en partie parce que l'équipe avait eu seulement 150 000 € de budget pour produire le film. Quand tu vois que vous avez eu 150 000 €, non, en fait, l'économie, elle est très très faible finalement. On savait qu'on voulait un truc faible. Ouais. Nous, on va communiquer le truc, genre, le faites pas pour ça, quoi. Faites-le pour au moins 1 € de plus, quoi. Ce qui peut peut-être paraître énorme pour certains qui ne connaissent pas les budgets du cinéma, mais quand vous voyez le budget moyen pour un film français, vous vous rendez compte que 150 000 € c'est vraiment dérisoire. En plus, comme le modèle économique de base de YouTube se base sur le nombre de vidéos vues par les utilisateurs, il favorise énormément la sortie régulière de vidéos et ne permet donc pas de créer des projets très longs comme un film de plus d'1 heure qui demande souvent de ne pas sortir de contenu pendant plusieurs mois, voire 1 année ou 2. Donc plutôt que de travailler pendant très longtemps sur une seule vidéo de plus d'1 heure, les créateurs qui veulent vraiment faire de la fiction sur YouTube s'orientent souvent sur un format série. Surtout qu'en plus de l'aspect monétaire, les vidéastes qui créent de la fiction doivent lutter contre l'algorithme de YouTube qui ne les met pas du tout en avant. C'est très difficile de faire de la fiction. Ça fait un contenu tous les 2 mois. Et donc de se dire que la vidéo, 6 heures après sa mise en ligne, elle est invisible pour l'algorithme, c'est vraiment frustrant. Ça n'a jamais vraiment été, et ce n'est pas la plateforme pour la fiction. Si tu cherches à être en tendance #1, le système YouTube n'est pas fait pour mettre en avant ce genre de contenu maintenant. Certains créateurs qui aiment vraiment la fiction et qui décident quand même d'en faire sur YouTube, le font donc surtout pour la liberté de création que la plateforme leur apporte, puisque sinon sur de nombreux autres aspects, la fiction est mieux traitée sur d'autres médias. Quand on fait du cinéma ou des films ou des choses comme ça n'empêche qu'à côté on a une chaîne YouTube qu'on aime entretenir et qu'on va faire des trucs dessus parce que c'est la liberté et qu'on se marre à faire ça, quoi. Quand un long métrage sort, c'est un truc qui a 5 ans en fait. Heureusement qu'il y a YouTube, heureusement qu'il y a les podcasts, heureusement il y a des trucs comme ça rapides où on peut avoir une idée, le faire. C'était par exemple le cas de la chaîne YouTube des Parasites, sur laquelle le collectif postait pendant longtemps des courts-métrages créés pendant des festivals 48 heures. Et la présence de nombreuses vidéos avec un scénario, une image, un son qui sont vraiment soignés, ça vient en partie des nombreuses vidéos qui sont disponibles sur la plateforme pour expliquer comment filmer, comment prendre du son, comment monter des vidéos, etc. Car le partage de savoir, c'est une des grandes forces de YouTube. Il y a beaucoup de vidéastes qui se servent de la plateforme pour vulgariser des sujets scientifiques ou techniques qui les passionnent, et l'audiovisuel en fait partie. Donc lorsqu'on cherche, peu importe son niveau, on trouve forcément des tutos adaptés pour soi. D'ailleurs, si certains d'entre vous veulent apprendre la vidéo plus en détail, voici différentes chaînes YouTube françaises avec des vidéos sur le sujet, adaptées à différents niveaux. Certaines sont maintenant inactives ou alors publient du contenu complètement différent, mais si vous prenez le temps de regarder ce qui a été posté dessus, vous trouverez forcément votre bonheur pour vous améliorer en vidéo. Tu veux filmer et diffuser en direct live sur le net? Alors je vais t'expliquer comment faire avec très peu de moyens un direct de qualité sur les internets. Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors on va parler d'un sujet hautement sensible, la sensibilité native et nominale des caméras. Dans ce 3e épisode sur les transitions au cinéma, on va voir 2 des raccords que j'ai le plus utilisés dans mes réals.
le cut filaire et le crash zoom avec leurs vidéos respectives, comme balancer un couteau sans blesser ses comédiens, ou raccorder deux scènes dans un faux plan séquence. Dans l'échelle des valeurs de plan, il y a le très gros plan, le plan épaule, le plan taille, le plan américain, le plan pied, le plan large et le plan d'ensemble. Pour faire cet effet, j'ai d'abord pensé à une technique assez complexe. Je voulais tourner le plan à l'extérieur, caméra à l'épaule, et incruster par la suite une photo de l'intérieur auquel j'ai appliqué le procédé de projection. Vous vous posez des questions sur les techniques et métiers du cinéma? La réponse c'est Cinéastuce. C'est sur YouTube. Cinéastuce. Abonnez-vous. Que vous fassiez un facecam ou une fiction, il y a une chose qui va grandement améliorer la qualité de vos vidéos. Et contre toute attente, ce n'est pas la 4K, c'est la lumière. Et ça tombe bien puisqu'à la fin de cette vidéo, vous saurez maîtriser la lumière, et donc la qualité de vos vidéos. Pourquoi Fincher a-t-il besoin de ce plan? Il s'agit d'un plan séquence de 2 minutes 39 présent dans le film Panic Room de David Fincher sorti en 2002. C'est un des plans les plus acrobatiques de sa carrière. Ce plan est réfléchi et le fait qu'il soit à moitié composé d'images de synthèse prouve que Fincher savait parfaitement qu'il voulait ce plan et pas un autre. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo quickie dans laquelle on va aborder un sujet qu'on m'avait posé en commentaire. Qu'est-ce que c'est que le 8 bits, le 10 bits, le 422, le 420, le 444? Par contre, la grosse limite de l'apprentissage sur YouTube, c'est qu'il est difficile de faire la différence entre des bons conseils et des conseils contre-productifs lorsqu'on débute, et donc au départ, on va forcément faire des erreurs en apprenant de cette manière-là, mais en faisant, on va petit à petit les corriger, obtenir une vision d'ensemble, et on pourra facilement faire la différence entre les bons et les mauvais conseils. C'est donc une excellente manière d'apprendre à créer des vidéos, même si forcément ça a tendance à uniformiser le style que l'on retrouve sur YouTube, puisque par exemple pour le montage, lorsqu'un effet ou une transition commence à devenir populaire, elle est expliquée sur des dizaines voire des centaines de tutoriels et tout le monde se met à la recréer. Par exemple, en 2017-2018 environ, c'était le cas pour les transitions Smooth Zoom et Smooth Rotation sur YouTube en France. Mais à un moment donné, en fait, tu te rends compte que tu fais tous les mêmes tricks de réal. Moi, je regardais mes vidéos et je disais, je commence toujours par le même plan. J'avais un trick, c'était à chaque fois, je commençais par c'était un slider ou un travelling, je commençais un gauche-droite comme ça avec amorce, parce que je trouvais ça cool. Et sauf que quand tu le fais sur 20 vidéos à la suite, tu dis, bah c'est plus du tout cool. Et pareil, je faisais que des tricks, c'est des cuts filaires, si tu passes d'un plan très vite à un autre. C'est cool sur une vidéo, mais c'est pas cool si tu l'enchaînes sur 30, à un moment donné, tu te dis, j'ai plus d'idée, je fais toujours la même chose. En tout cas, YouTube est devenu une plateforme tellement importante pour apprendre la vidéo que certains professeurs en école de cinéma se servent maintenant de vidéos de youtubeurs comme support pour leurs cours. Un étudiant a posté une photo d'un de ses cours en école de cinéma et où, dans cette école de cinéma, avait été utilisée pour le cours en question une vidéo à moi. Mais au début de YouTube, ce n'était évidemment pas le cas, puisqu'il a fallu une période d'adaptation pour que les écoles de cinéma comprennent l'intérêt de YouTube. Je voulais faire des trucs sur Internet. Ça ne correspondait pas aux attentes de l'école. Et je trouve ça, encore aujourd'hui, ultra méprisant. Après, c'est une autre époque. Internet en était pas là à ce moment-là. Je crois que l'école aujourd'hui a viré de bord parce qu'aujourd'hui, ils ont carrément un professeur qui forme les élèves à ce que sont les nouveaux médias digitaux. En effet, certaines écoles d'audiovisuel forment donc maintenant aux métiers digitaux, puisque comme on l'a déjà dit, on ne crée pas sur YouTube comme on le fait au cinéma ou à la télévision. Dans les anciens médias, ça paraît plutôt logique, mais on a tendance à réaliser des vidéos pour séduire le public avant tout, alors que sur YouTube, depuis plusieurs années, les vidéastes créent des vidéos avant tout pour séduire l'algorithme. Il y a des règles de YouTube. Il y a un algorithme qui met en avant tes vidéos et si tu veux en vivre, tout ça, à un moment tu dois un peu te plier aux règles. Et il ne se base pas sur la satisfaction des spectateurs, mais sur des indicateurs chiffrés qui peuvent en partie intégrer la satisfaction, mais forcément pas uniquement ce point, comme par exemple le taux d'engagement. Donc pour s'y adapter, les vidéos vont être réfléchies pour nous inciter à laisser un commentaire, un j'aime, à la partager, etc. que ce soit en le demandant directement ou en générant des émotions fortes qui incitent à réagir. Et si je dis que ce taux d'engagement et les autres facteurs qui sont pris en compte par l'algorithme ne représentent pas directement la satisfaction, c'est qu'une vidéo YouTube peut générer beaucoup d'interactions positives comme négatives, et l'algorithme aura du mal à faire la différence, puisque pour des likes, dislikes, c'est facile, par contre pour des commentaires, c'est beaucoup plus compliqué. Et avec la montagne de vidéos qui sont disponibles sur YouTube, pour être vu, il faut obligatoirement créer cette interaction. Le problème, c'est qu'il faut se démarquer parce qu'on est dans une époque où on a un essor de contenu qui est horrible. Il devient donc nécessaire d'adapter la manière dont on crée des vidéos à la façon dont YouTube va les mettre en avant. Internet est juste un endroit où tu crois que tu es libre et en fait tu as énormément d'algorithmes et de mécanismes derrière qui dirigent ta liberté là, pas ici.
là. Et depuis plusieurs années, par exemple, les vidéos qui ne sont pas family friendly, c'est-à-dire adaptées à tous les publics, que ce soit pour les enfants, les personnes âgées, les familles, etc., sont quasiment toujours démonétisées, et même si certains des contenus démonétisés peuvent paraître tout à fait logiques, comme par exemple l'apologie de la haine, d'autres sujets, comme par exemple les vidéos créées par des sportifs qui montrent ce qu'ils font lors d'un entraînement de sport extrême, paraissent beaucoup moins logiques d'être démonétisés, surtout quand ils n'ont pas de contenu graphique, comme par exemple du sang à l'image ou quelque chose de similaire. Nous, par exemple, quand on parle de guerre, de sujets politiques un peu trop controversés, démonétisés. Et ça, je trouve que c'est une ingérence profonde, qui est d'une efficacité redoutable, puisque elle ne va pas te censurer, en fait. Elle ne va pas te dire, tu n'as pas le droit de dire bit. Elle va te dire, t'as le droit. C'est juste que tu touches pas d'argent. Donc on se retrouve avec des créateurs qui disent, bon, bah, en fait, je suis libre de faire ce que je veux, mais je choisis de ne pas le dire. Donc pour quand même pouvoir produire les contenus qui leur plaisent et qui plaisent à leur public lorsque ce n'est pas adapté à la monétisation de YouTube, certains youtubeurs basent leur modèle économique sur du financement participatif ou sur des placements de produits. Plus de 80% des vidéos sont démonétisées, donc en gros la YouTube Money ça représente presque rien du tout, donc on peut vraiment pas compter là-dessus. On a besoin au minimum de 5000 € de dons sur Tipeee pour être en fait même pas rentable en fait, pour être juste sur la survie. Pour financer ce projet ambitieux, nous lançons un crowdfunding. En effet, si les sponsors nous aident à financer le tournage, il faut savoir que nos vidéos sont toutes démonétisées, et les revenus générés par la chaîne ne sont pas suffisants pour financer seul ce projet. N'hésitez pas à m'apporter votre soutien en allant sur la plateforme Tipeee. 80% même plus maintenant de mes vidéos sont démonétisées. Les placements de produits permettent donc aujourd'hui de garder une diversité de styles de vidéos sur YouTube, en plus de permettre la création de très gros projets. Sur YouTube, il n'y a pas que des je mange marron pendant 24 heures ou des trucs comme ça. Il y a vraiment il y a de tout sur YouTube, et il y a des créateurs, il y a des mecs qui font des films, et j'en fais partie. Et il y en a d'autres, il n'y a pas que moi. Et donc face à l'immensité de contenu qu'il y a sur YouTube, pour ne pas trop voir de contenu qui ne nous conviennent pas, eh bien on peut se créer son propre YouTube pour ne voir que les vidéos qui nous conviennent, c'est-à-dire inciter l'algorithme à nous montrer toujours des vidéos qui sont plus dans le style que l'on aime, notamment en s'abonnant aux chaînes qui nous plaisent, en likant les vidéos qui nous conviennent. C'est quelque chose qui devient de plus en plus important quand le contenu mainstream que tout le monde aime n'est pas celui que nous, on aime. Je me sens incroyablement déconnecté de YouTube depuis un certain temps. J'ai remarqué que beaucoup d'entre vous avaient cette espèce de sentiment de déconnexion, et c'est quelque chose que j'ai aussi beaucoup retrouvé dans des forums où il y avait ce sentiment qui émergeait de plus en plus de YouTube ça m'emmerde, YouTube ça me fait chier, ça m'intéresse plus, les choses qu'il y a dessus ne m'intéressent pas. On pourrait me dire oui mais sur YouTube il y a tout, il y a à boire et à manger, il y a aussi des chaînes de vulga. Oui évidemment il y a des chaînes de vulga, mais on n'est pas là pour parler de Nota Bene ou d'Ortibulogy. On est là pour parler des chaînes divertissement et du divertissement sur YouTube. Une fois qu'on a créé son propre YouTube, l'algorithme nous recommande surtout des vidéos qui nous plaisent, et en général ce sentiment de déconnexion disparaît petit à petit. Mais peu importe le type de contenu qu'on consomme, les vidéos qu'on regarde ont à peu près toutes un point en commun, et c'est le matériel qui est utilisé pour les réaliser. Lorsque YouTube a commencé à devenir important pour certains vidéastes français, des besoins communs au niveau du matériel ont commencé à émerger, notamment comme les créateurs étaient souvent seuls à s'occuper de leurs vidéos au départ et qu'ils publiaient très fréquemment, ils avaient besoin de matériel qui permette d'obtenir une bonne qualité d'image et de son sans devoir passer du temps en post-production pour retravailler les plans. La régularité, c'est la clé de tout. Si tu veux t'investir dans cette activité et qu'elle te rapporte des fruits, quels qu'ils soient, une vidéo par semaine, c'est le Graal. 2, c'est le Nirvana. Et surtout, ils avaient besoin de matériel suffisamment optimisé pour s'en servir en se filmant soi-même, car ce n'est pas le cas des caméras haut de gamme. Face à tous ces besoins, une marque a sorti une solution qui y répondait parfaitement dès le début de YouTube en France, et c'était Canon avec l'EOS 5D Mark II en 2008. Cet appareil photo était le premier boîtier plein format de la marque qui filmait en Full HD. Il était donc beaucoup plus performant en basse lumière que n'importe quel caméscope de l'époque, et donc parfait pour les youtubeurs qui se filmaient en intérieur sans véritable éclairage vidéo. Quand le 5D arrive, que le truc est tout petit, pas cher, accessible, enfin pas cher, moins cher que le reste, c'était assez fou en fait. Et j'aimais ce côté de ne pas avoir une énorme caméra, parce que quand tu es dans le speed, tu te dis ok, là j'ai pu avoir le temps, donc tu prends le 5D à la main et tu fais tes plans toi-même.
Le 5D était tellement en avance pour la production YouTube que plus de 7 ans après sa sortie, certaines vidéos étaient encore filmées par cette gamme d'appareils. Pas toujours la version 2, parfois plus la version 3 ou la version 4, mais ça restait des 5D. On avait le 5D du making of, 5D Mark III, qui parfois si la caméra était sur le Ronin et que ça prend du temps, vu qu'il n'y avait qu'un seul mec pour enlever du Ronin, on fait vite fait au 5D, un insert ou un truc comme ça. L'impact de la marque sur le plein format a été tellement fort que beaucoup de youtubeurs sont restés chez Canon lorsqu'ils ont choisi d'autres modèles, en partant sur des 6D pour des budgets plus restreints, ou des 1D pour des budgets plus importants. Pour faire des plans un peu plus jolis, j'ai un Canon 6D. J'ai un peu bougé de la 7S II, du 5D Mark IV au 1DX Mark II. Puis en 2011, la marque a refait un coup d'éclat sur YouTube en sortant l'EOS 600D, un 5D Mark II en plus compact, plus léger et moins cher. La seule vraie perte était une légèrement moins bonne gestion de la basse lumière, mais le 600D avait en plus un écran réversible qui permettait de se voir en se filmant soi-même, ce que tous les vidéastes web faisaient à ce moment-là. C'est la fonction qui a rendu l'appareil ultra populaire pour YouTube, puisque l'EOS 550D, sorti par Canon un an avant, qui avait la même qualité vidéo mais sans l'écran pivotable, lui n'a pas connu ce succès sur la plateforme. Je reconseillerais toujours le 600D que j'ai actuellement. Tout simplement, il n'y a pas de secret. Si beaucoup de youtubeurs tournent avec des appareils photo de Canon, c'est qu'il y a des très gros avantages. Et à l'époque, j'avais le fameux Canon 600D, mais je suppose qu'il est complètement démodé. Et le dernier véritable énorme succès de Canon sur YouTube, c'était la Legria Mini, un tout petit boîtier annoncé en 2013, très utilisé pour le vlogging. Il avait lui aussi un écran réversible, mais avec une taille encore plus miniaturisée. Il était très loin des performances du 600D ou du 5D Mark II en basse lumière, mais pour se filmer soi-même en marchant, c'était amplement suffisant. Dans la catégorie des caméras un peu classiques que je conseillais à tous les gens qui commencent sur YouTube, c'est une autre caméra Canon qui s'appelle la Mini Legria X. On se retrouve aujourd'hui pour un petit vlog qui est filmé avec la Canon Legria Mini X que je souhaitais vous présenter. Aujourd'hui, je vous présente ma deuxième caméra pour ma chaîne YouTube, la Legria Mini X. J'utilise cette merveille pour vous parler, c'est-à-dire en selfie comme ça. D'ailleurs, si vous cherchez, vous pouvez encore voir des Legria Mini dans les vidéos récentes d'Amixem par exemple. Une cachette qu'on n'aurait pas trouvée au rez-de-chaussée. On n'a jamais fait biper ici. Messieurs, vous me dites, quand vous voulez. Avec plaisir. Canon a donc marqué le début de YouTube en France en étant la référence pour les vidéastes web depuis le début de la plateforme jusqu'au milieu des années 2010. Elle a d'ailleurs développé de nouvelles technologies dans ses appareils en partie pour mieux répondre aux besoins des youtubeurs, comme le Dual Pixel AF. Sans rentrer dans les détails techniques, cette technologie permettait d'avoir une mise au point automatique en vidéo qui soit fiable et rapide, et donc de se filmer soi-même en étant tout le temps net, même lorsque l'on bougeait. Et plus tard, une autre marque a créé une solution de mise au point automatique continue encore plus fiable, appelée IAF. Grâce à de l'intelligence artificielle, l'appareil arrive à reconnaître l'œil d'une personne dans une image et le suit partout où il se déplace. Cette technologie a été lancée par Sony en 2015, au départ uniquement pour la photo, puis a ensuite été intégrée à la prise de vue vidéo. La mise au point est donc encore plus précise qu'avant et permet plus de liberté de mouvement aux vidéastes. D'ailleurs, Sony a progressivement remplacé Canon dans la domination du plein format sur YouTube, puisque beaucoup de vidéastes sont passés des 5D aux Alpha 7. Mon boîtier principal en ce moment, c'est le Sony A7R III. En caméra B et qui me filme en ce moment, c'est mon Sony A7S II. Au niveau de la caméra, elle n'est pas là parce que c'est John qui est en train de filmer actuellement avec dans ses mains. C'est un Sony A7S II avec un objectif, un 16-35 de chez Zeiss qui est dessus. Alors pareil, c'est une caméra que beaucoup de gens tournent avec. Je sais que MyFly Carito tourne avec aussi, Cyprien aussi, sur Big Horn de Coquillage on tourne aussi avec. C'est vraiment une bonne caméra polyvalente qui est hyper bien. Les boîtiers de Sony avaient l'avantage d'être moins lourds, moins encombrants en gardant les mêmes performances en mise au point automatique que les Canon, et surtout, ils permettaient de filmer en 4K sans avoir un énorme recadrage au niveau de l'image, ce qui a été le gros point faible de la quasi-totalité des appareils photo Canon jusqu'en 2020. Et d'ailleurs, Sony a même commencé à orienter sa communication pour certains de ses boîtiers directement pour les youtubeurs et plus précisément les vlogueurs. On est ravis de vous accueillir dans cette vidéo pour annoncer bien sûr une nouveauté Sony. Le ZVE10 qui est un boîtier hybride Vlog qui vient compléter notre gamme Vlog Sony puisque nous avions sorti le petit frère, le ZV1, l'année dernière. YouTube est donc devenu tellement important pour les constructeurs de matériel photo-vidéo qu'ils créent des boîtiers spécialement pour les vidéastes qui sont sur la plateforme.
Et les marques qui ne s'intéressaient pas du tout à la vidéo auparavant ont commencé à développer des modes vidéo plus performants, car YouTube s'est tellement démocratisé que le fait de ne pas avoir de bonnes fonctions vidéo dans un appareil photo est devenu impensable. C'était par exemple le cas de Nikon il y a quelques années, qui n'avait pas du tout développé de mise au point automatique performante en vidéo dans ses appareils photo, et la marque, qui ne ciblait donc que les photographes à l'époque, a commencé à cibler également les vidéastes, en sortant en 2018 le Z6, puis en 2021 le Z9. On a décidé cette année, effectivement, de passer notre production sur des Nikon Z6. Aujourd'hui les amis, on va parler du Nikon Z6 II et surtout des raisons pour lesquelles je switch sur Nikon complètement, ça y est. J'ai envie de retenir que Nikon a retrouvé un autofocus de pointe, dispose maintenant d'un monstre en vidéo et que ce viseur quand même m'a bluffé. Moi je suis vraiment séduit. Est-ce que je pourrais en acheter un? C'est un peu cher, mais c'est tentant. 6 000 € c'est un budget, mais c'est très tentant. YouTube a donc réussi à carrément changer la stratégie globale de certaines marques mondiales photo-vidéo. Et la plateforme a aussi permis à certaines marques de développer une nouvelle gamme de matériel, comme pour Rode avec ses micros pour appareils photo qui sont devenus la référence sur YouTube pour les prises de son avec un micro externe directement branché sur le boîtier. Avant j'utilisais ce micro là qui est peut-être le micro le plus connu dans le métier et qui est un peu bon marché en plus. Donc ici vous avez un Rode VideoMic Pro dans sa version de base, je suis sûr que vous l'avez déjà croisé, il est très répandu, très populaire. Moi je m'en suis servi pendant pas mal d'années et je m'en sers toujours pour certains de mes besoins. Toujours un petit micro de sécurité, on utilise beaucoup des micros de sécurité parce qu'on ne sait jamais. Leur Wireless Go et leur SmartLav Plus sont également devenus des micro-cravates de référence pour YouTube. La seule alternative aussi populaire sur la plateforme est l'enregistreur Sony ICD TX650. Je vais vous faire le déballage et le test de cette petite merveille que je viens tout juste d'acquérir, qui n'est autre que le dictaphone de chez Sony, le TX650. Et pour les plans en mouvement, là c'est DJI qui est devenu la référence au départ en sortant le Ronin, un stabilisateur pour filmer des plans en mouvement de manière plus simple et légère que ce que les autres solutions permettaient à l'époque. Toute nouveauté là sur ce tournage, c'est le Ronin, je sais pas si t'as vu. Un outil pour être plus fluide dans ces mouvements. C'est vachement bien. On peut faire des plans séquences ou presque, des plans beaucoup plus longs où la caméra tourne autour de nous et nous suit et du coup ça donne un côté plus cinéma sympathique. Et la stabilisation, c'est aussi devenu le plus gros point fort des boîtiers Panasonic qui avaient un capteur stabilisé extrêmement performant permettant de filmer à main levée des plans plutôt stables. Donc lorsque l'exigence de qualité n'était pas trop élevée, les youtubeurs favorisaient un petit GH5 avec un capteur stabilisé à un gros Ronin. Je filme avec ça. Alors c'est ultra connu dans le YouTube game, de toute façon il y a deux appareils photo aujourd'hui qui se battent, c'est le Sony A7S II et celui-ci, donc c'est un Lumix Panasonic GH5. Quelle caméra j'utilise pour filmer? Alors j'utilise le Panasonic Lumix GH5 qui est là, hein, vous pouvez pas le voir. Je règle sur un GH5. Le GH5 devient officiellement la nouvelle caméra de Nowtech TV. Dessus on y monte un GH5 avec un 10-25. Pendant les voyages en grand angle, on utilise un deuxième GH5. Dernière caméra qu'on emmène pendant les voyages, c'est simplement toujours un GH5. Le Panasonic GH5 était et est encore aujourd'hui pour certains youtubeurs le boîtier de référence car il était vraiment optimisé pour la production YouTube en reprenant les points forts du GH4 qui avait séduit beaucoup de youtubeurs comme le capteur stabilisé, la 4K et le ralenti en les améliorant. De manière générale, les configurations légères sont presque toujours celles que les youtubeurs favorisent. Moi je te vois un peu comme le premier réal web, ou en tout cas comme le premier réal qui a commencé à utiliser, enfin à démocratiser, en tout cas à montrer que c'était possible de faire des films de qualité avec des 5D, avec les appareils photo qui se sont mis à filmer, à utiliser des sliders, à utiliser en fait tous les nouveaux accessoires un peu de notre génération parce que tout ça c'est assez nouveau, tous ces accessoires légers et pas chers. Je fais partie de la première génération et pas forcément le premier réal parce qu'il y a plein d'autres gars comme François Descraques aussi avec le Visiteur du Futur qui a pas mal apporté. Même Ludo réalise beaucoup. Et il y a plein d'autres, Jonathan Barré, réalisateur du Palma Show aussi, qui était aussi dans de la bidouille. D'ailleurs, l'utilisation de téléphones pour filmer sur YouTube est devenue quelque chose de fréquent, que ce soit pour des plans complémentaires filmés à la volée ou comme caméra principale sur certaines petites chaînes YouTube. Des fois à l'iPhone même, j'ai des plans d'establishing de Paris. C'est moi en haut de la tour Montparnasse, une fois où j'étais visité. Je me suis demandé si c'était des stock shots que vous aviez achetés. Il y en a, c'est des stock shots. D'accord, ok. Il y en a, c'est moi, avec mon iPhone posé comme ça et stabilisé après.
Mais cette utilisation de téléphone n'est pas autant liée à YouTube que pour les appareils évoqués avant, car certaines chaînes de télévision utilisent elles aussi des téléphones pour leur production depuis quelques années, et quelques films sortis en salle de cinéma ont également été filmés avec un téléphone, y compris dans des productions mondiales. Notre matériel de tournage à BFM Paris est très simple et très léger. On a ce trépied, accompagné de notre iPhone de tournage, notre outil principal qu'on peut installer sur le trépied pour faire des images plus stables. Et puis lorsqu'on est en mouvement, on peut utiliser ce kit qui nous permet vraiment d'être mobile. Puis c'est un matériel surtout très léger. L'utilisation de smartphones s'est donc généralisée pour la production vidéo rapide. Ce n'est pas un point particulièrement lié à YouTube, même si la plateforme a évidemment participé à ce changement. Et c'est seulement lorsque les chaînes YouTube grossissent beaucoup qu'elles finissent par avoir d'autres besoins et changent souvent d'équipement, car les vidéastes finissent par s'entourer d'une équipe de tournage et de production. Alors à droite, tu as la production. Si on shift un petit peu à gauche, on a toute la partie montage et cadrage. Et il y a combien de personnes qui travaillent ici? Sur le bâtiment, on est entre 20 et 30. Quelqu'un le chiffre? 25? Allez, je vais dire 25. Il y a 3 monteurs maintenant, 4 rédacteurs, une illustratrice, un commercial, une assistante. Voilà, tout ça fait que du coup, ça fait du beau monde qui m'aide et qui fait en sorte que du coup, on ait un bon rythme du coup de publication de vidéos. Mais sur l'ensemble des personnes qui utilisent du matériel pour filmer sur YouTube, les vidéastes avec de grosses équipes sont une toute petite minorité et ce n'est donc pas eux qui impactent le plus le marché du matériel vidéo. On entend rarement parler de ces chaînes qui sont pourtant majoritaires sur YouTube, celles qui ont moins de 1000 abonnés. Difficile de connaître la proportion exacte que représentent ces chaînes, mais une chose est sûre, les chaînes de moins de 1000 abonnés sont beaucoup plus nombreuses que les chaînes qui ont entre 1001 abonnés et l'infini. Et s'il y a bien une chose que YouTube a changé grâce à toutes les chaînes présentes sur la plateforme, c'est le choix des vidéos à regarder qui est devenu infini. YouTube existant depuis 17 ans dans le monde et depuis 15 ans en France, la façon dont les utilisateurs regardent une vidéo aujourd'hui et les sujets qui les intéressent sont bien différents de ceux de 2007 ou de 2012. Surtout que la plateforme évolue extrêmement vite. Par exemple, YouTube a rendu possible le visionnage de vidéos à n'importe quel moment de sa journée, ce qui a participé à ce que les chaînes de télé lancent des solutions de replay. Mais en 2007, on ne pouvait pas le faire depuis n'importe où, car on regardait majoritairement les vidéos sur des ordinateurs fixes. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas et on peut regarder une vidéo depuis absolument partout car on a accès à YouTube directement depuis notre téléphone portable. Et le téléphone portable, c'est même devenu la source numéro 1 de visionnage sur YouTube puisqu'ils ont représenté 70% des visionnages sur la plateforme en 2021 selon Google. Il n'y a donc plus d'endroits calmes dédiés au visionnage des vidéos, comme auparavant avec le salon ou la chambre pour la télévision, ou encore la salle de cinéma pour les films. Et ça change beaucoup de choses pour la création de vidéos, car l'expérience de visionnage est différente pour chaque personne, et les vidéastes doivent donc s'y adapter. Il y a un truc avec YouTube et avec Internet, c'est que nous quand on fait une vidéo, on sait pas si elle sera matée sur un ordinateur avec des putains d'enceintes, on sait pas si elle sera matée sur la télé, on sait pas si elle sera matée sur un iPhone. Si tu chiates trop ton mix, il sera pas audible sur des trucs de merde, mais si tu le chiates pas assez, quand les gens vont l'écouter sur des vraies bonnes enceintes, ça va pas être bien, donc faut arriver à bien jauger. Comme il n'y a plus besoin maintenant de se mettre en condition pour regarder une vidéo, les créateurs sont obligés d'accrocher le viewer dès les premières secondes. T'as tendance à vouloir te dire ok, je vais commencer à installer mon plan, ça va prendre 30 secondes, je vais faire des lents, travelling, etc. Sauf qu'au bout de 30 secondes, le spectateur il est déjà parti. Il faut être beaucoup plus speed, mais du coup c'est super intéressant. On voit donc de nombreuses vidéos YouTube qui commencent par un mini teaser de quelques secondes pour donner envie de les regarder en entier avant de réellement démarrer. Ok. T'as fait ça toute ta vie. Mec, je suis stressé. Mais c'est incroyable comme... Franchement, c'est incroyable comme il y a pas vraiment... Regarde, là, si. Aujourd'hui, c'est Elsa qui est à mon service. Sale chien. C'est encore moi qui vais devoir nettoyer. Non. Donc en plus, il y a le moment de malaise parce que lui, elle parle de comment elle me connaissait avant, genre c'est trop intéressant. Cet effet est d'ailleurs amplifié par la multitude de choix que l'on a sur la plateforme, car contrairement à la télé où il n'y a qu'un nombre très limité de chaînes gratuites, sur YouTube il y en a des millions. Et pour permettre aux utilisateurs de YouTube d'avoir énormément de vidéos très rapidement, la plateforme a complètement bouleversé le système de diffusion en place,
puisque désormais, rendre une vidéo accessible au monde entier ne prend plus que quelques minutes. Dans les autres médias, ce n'était pas le cas avant et ce n'est toujours pas le cas d'ailleurs. De toute façon, un film, c'est 6 mois de boulot, 2 ans à le sortir. Tu as la deuxième partie du boulot, c'est-à-dire le montrer au plus de personnes possible qui sont OK pour voir ton film. Et en plus d'apporter une plus grande rapidité de diffusion, YouTube a ouvert la diffusion à absolument tout le monde. Il n'y a plus besoin maintenant d'avoir prouvé sa valeur pour pouvoir poster du contenu. Ça fait qu'il n'est plus obligatoire aujourd'hui de créer un pilote pour trouver un diffuseur par exemple, ou un court-métrage pour développer une histoire au format long, même si le pilote garde quand même l'intérêt d'obtenir le retour du public pour un créateur qui lance un nouveau format sur sa chaîne, surtout lorsqu'il a une forte audience, puisque ça lui permet d'indiquer que le concept est encore en phase de test. Il y a eu pas mal de retours sur les épisodes pilotes, certains étaient plutôt vindicatifs, et c'est malheureusement pas la première fois que ça arrive. Comment tu gères ça? Ah, c'est vrai que pour l'épisode pilote, qui n'en était pas un à l'époque, j'avais dit épisode 1, j'aurais dû mettre épisode pilote, tu vois, je me serais peut-être moins fait défoncer. En effet, lorsque l'audience suit un vidéaste depuis longtemps, elle a des attentes très précises sur le contenu qu'il poste, et si ce que le créateur propose n'y correspond pas, elle va tout de suite le lui faire savoir. Vous êtes dans votre chambre, vous vous filmez, vous publiez ça sur internet, et après, un gamin de 14 ans peut venir t'insulter pour dire que c'est de la merde. Ces critiques sont encore plus rapides et détaillables grâce à YouTube qu'avant, puisque le public peut maintenant donner son avis de plein de manières différentes dès la publication de la vidéo. Et pour rendre tous ces retours avec leurs analyses visibles, YouTube a mis à disposition des vidéastes un tableau de bord dédié, accessible directement sur la plateforme. Vous trouverez une comparaison du nombre de vues, du taux de clics et de la durée moyenne de visionnage de votre dernière vidéo par rapport à vos performances habituelles. La page Analytics vous donne encore plus d'informations sur les performances de votre chaîne dans son ensemble et de vos vidéos individuelles. Et toutes les statistiques analysées dans cette partie du YouTube Studio n'étaient pas fournies aussi librement sur les anciens médias, ce qui fait que YouTube a ajouté une forte mesure des performances dans la création de vidéos. Et d'ailleurs, ce n'est pas toujours très bien vécu par les youtubeurs. Ce truc là dans le Creator Studio, tu sais, ouais. Où ils te disent 1 sur 10 là. Où est ta vidéo, genre au bout d'une heure ils te disent ah votre vidéo a fait et c'est dur. Ça c'est hyper dur. C'est tellement malsain. Les gens s'intéressent moins à tes vidéos. Oui. Ouais. Elle a retenu moins l'attention des internautes. C'est trop de pouvoir. Ne me le dis pas ça. YouTube Studio a trop de pouvoir. Ta vidéo, tu t'identifies personnellement. T'as l'impression que c'est un jugement direct, intime de toi. Cette difficulté à se détacher émotionnellement des statistiques est très problématique lorsque les vidéos perdent en audience sans que le vidéaste y soit pour quelque chose, ce qui est notamment le cas ces dernières années puisque les vues sur YouTube ont drastiquement chuté pour la majorité des chaînes YouTube françaises. Les gars, aujourd'hui on va parler des vues sur YouTube. Les vues sur YouTube c'est une catastrophe. Il est temps de mettre les choses au clair. Il y a un énorme pourcentage de YouTubeurs qui ont beaucoup d'abonnés qui font plus du tout de vues actuellement. Cette énorme chute de visibilité s'est normalisée sur la plateforme et est très difficile à comprendre car comme souvent YouTube ne communique pas dessus. Certains youtubeurs émettent donc des hypothèses pour essayer de savoir si c'est leur contenu qui pose problème, mais ils n'arrivent pas à avoir de réponse de la plateforme. Est-ce que les gros youtubeurs qui font plus de vues comme moi, on fait plus de vues parce qu'on est has-been? Est-ce qu'on fait plus de vues parce que ce qu'on fait c'est de la merde? Est-ce qu'on fait plus de vues parce que YouTube nous met pas en avant? Certaines hypothèses vont finir par se confirmer et d'autres non, mais pour cela il va falloir attendre, et cette communication qui ne convient pas aux youtubeurs est fréquente lorsqu'ils ont une incompréhension. Bien que YouTube dise le contraire, je suis persuadé à peu près à 2000% qu'une vidéo démonétisée est beaucoup moins mise en avant sur la plateforme, sur YouTube quoi. Alors c'est un peu un dialogue de sourds, YouTube va me dire non ça n'impacte pas les vues et moi je vais dire si ça impacte les vues. Certains diront que je suis un rageux, que j'accepte pas la réalité, d'autres diront que c'est YouTube qui mente et blablabla. On peut pas savoir qui a raison, moi je vis la situation et je vois comment ça se passe quand je sors une vidéo démonétisée et en l'occurrence je constate un réel changement. La vidéo elle est shadowban, c'est-à-dire que la vidéo est marquée top 1 des tendances, cependant quand tu cliques sur l'onglet tendance elle n'apparaît pas. Donc après évidemment YouTube ils font non mais le shadowban ça n'existe pas, je ne vois pas de quoi vous parlez, alors que c'est genre arrêtez, vous êtes juste des menteurs, il y a 1000 preuves, vraiment il y a des screens, il y a tout ce qu'il faut, tout le monde le sait, vous êtes juste des pauvres menteurs. Les youtubeurs sont donc régulièrement frustrés par cette façon de fonctionner de la plateforme, surtout lorsqu'elle impacte directement leurs revenus et donc leur manière de créer des vidéos. Puisque comme pour tout métier créatif, ils doivent conserver un niveau minimum de revenus pour garder les exigences qu'ils peuvent avoir dans la conception de leurs vidéos. Surtout lorsqu'on connaît les coûts qui peuvent être générés par certaines des très grosses chaînes YouTube françaises.
Combien coûte la chaîne YouTube par an? Juste prix. Oh, fort. C'est maintenant. Les gens, vous n'avez... Mais je vois ce chiffre, il me fait bugger. En prod, donc en comptant le prix de la masse salariale. Tout, les locations, les... Mais t'as le chiffre d'une année précise du coup, 2021 du coup. Une année, 2021. Je me lance. Ouais. 900K. Ok. Non, plus, je dirais 1,4. Ok. 1 040 000. Nous avons un juste prix autour de la table. Incroyable. 1 438 000. Vous vous rendez compte? La chaîne YouTube coûte 1 438 000. Je ne sais même pas comment c'est possible. Pour limiter cette forte dépendance aux vues, il existe certaines formes de rémunération pour la création de vidéos sur YouTube qui ne dépendent pas directement de la façon dont les vidéos d'une chaîne sont regardées. C'est notamment le cas des placements de produits et du financement participatif déjà évoqué auparavant. Et c'est également le cas pour les aides du CNC, le Centre national du cinéma et de l'image animée, auxquels certains youtubeurs peuvent avoir accès pour leur création vidéo sur la plateforme. On a abouti à la création d'un fonds qui va être doté de 2 millions d'euros et qui permettra... 2 millions d'euros à l'année? 2 millions d'euros sur une année et qui va permettre d'aider de 2 manières différentes les créateurs. Première aide, une aide à l'œuvre, à la création de vidéos, où là, on va aider le projet, un projet en particulier. Ça peut être plusieurs vidéos, mais c'est un projet d'œuvre, une œuvre. Et là, on peut l'aider jusqu'à 30 000 euros en fonction de son devis. Deuxième aide, c'est une aide à la chaîne. Donc là, l'idée, ça va être d'aider à la structuration de ces plateformes. Et donc, c'est un projet de programme récurrent d'une chaîne qui va être aidé. Et là, on peut l'aider jusqu'à 50 000 euros. Et donc, ça va permettre d'aider à la fois les vidéos qui vont être produites pour cette chaîne, mais aussi toutes les dépenses de valorisation de cette chaîne, de monétisation, de recherche de partenaires financiers. Et on ne pourra, nous, engager nos fonds qu'à hauteur de 50% d'un devis. Les aides publiques sont plafonnées comme ça c'est une règle européenne. Ce sont donc les abonnés et non les vues qui comptent, ce qui fait qu'il ne s'agit plus simplement d'être regardé pour générer des revenus, mais qu'il faut également fédérer une communauté engagée autour de sa chaîne. D'ailleurs, cette énorme importance des abonnés sur la plateforme, elle existait déjà bien avant. Lorsqu'on débarque sur YouTube, la première chose que l'on repère est inévitablement le nombre d'abonnés sur une chaîne, car c'est important, il faut avoir beaucoup d'abonnés, beaucoup d'abonnés. On peut voir la popularité d'une vidéo YouTube à travers les vues, voir si les gens l'apprécient avec les likes et les dislikes, mais pour beaucoup, le chiffre le plus important, c'est le nombre d'abonnés. Pour beaucoup de viewers, le fait qu'un youtubeur ait beaucoup d'abonnés est perçu comme un gage de qualité, voire de légitimité du contenu. Pourtant, ça n'évalue pas le fait que le contenu va nous plaire à nous, mais plus qu'il plaît ou qu'il a plu à une grande audience dont on peut peut-être faire partie, mais ce n'est pas du tout certain. En plus de ça, les abonnés ne représentent pas réellement le nombre de personnes qui regardent les vidéos d'une chaîne, mais seulement celles qui ont cliqué sur le bouton s'abonner depuis que la chaîne existe, qu'ils s'y intéressent encore ou non. Je me dis, ouais, mais ça fait 7,5 millions d'abonnés, d'accord, mais en fait, ça fait 10 ans que j'ai ma chaîne YouTube, donc il y a peut-être 1 ou 2 millions de personnes, ils savent même plus comment je m'appelle. Donc déjà, ça fait plus que 5. Ensuite, sur les 5, je fais pas 5 millions de vues, je fais à peu près 2-3 millions de vues. Donc il y en a 2, ils sont partis en vacances. Et le reste, ouais, mais il y en a 2, ils ont regardé la vidéo 2 fois. Je tiens à vous montrer ça. Vous êtes pratiquement 3/4 des gens qui regardent cette chaîne à ne pas être abonnés. Et cet effet est amplifié par certaines mises en avant du contenu sur YouTube, dont évidemment l'algorithme de recommandation personnalisée dont on a déjà parlé fait partie, mais également des solutions comme les tendances. Une tendance, c'est quoi? C'est un contenu que tout d'un coup les gens ont commencé à regarder et qui en fait a une montée en puissance. Donc on regarde la vitesse de croissance. En très peu de temps. En très peu de temps, d'accord. Voilà. Et donc on regarde aussi des choses qui sont très récentes. Okay, donc on va pas mettre dans les tendances un truc qui s'est passé il y a une semaine. Hein. Et on essaie également de diversifier, hein, d'essayer d'offrir une panoplie de contenus sur des sujets relativement variés. Et on essaye, autant que possible, encore une fois, de donner la parole à des créateurs, encore une fois, qui sont plus récents, qui sont plus peut-être moins matures hein, sur la plateforme. On fait en sorte que les contenus soient safe. Hein. On va pas mettre dans oui, bien sûr, qui respectent la politique de YouTube. Voilà, exactement, et qu'il y ait une qualité de contenu hein, dans ces tendances. On essaie aussi de regarder des contenus qui plaisent à un groupe relativement large, hein, donc à des publics plus larges.
Cet onglet de tendance est sorti à la fin de l'année 2015, puis a été englobé et mis en avant dans l'onglet Explorer au début de l'année 2020. Il a pendant longtemps eu un très fort impact sur la visibilité des vidéos qui y étaient présentes, mais au moment où j'enregistre cette vidéo, YouTube a mis l'onglet Explorer en retrait sur son application mobile et donc l'onglet Tendance également, ce qui va probablement diminuer son impact. Et si la plateforme a fait ce choix, c'est pour mettre en avant une autre fonctionnalité qu'elle a créée en 2021, à savoir les Shorts. Et les shorts sur YouTube, c'est quoi? Ce sont des petites vidéos diffusées sur YouTube, obligatoirement au format vertical, des vidéos de moins de 60 secondes. Et quel est le but de ces vidéos? C'est évidemment, vous avez compris, de concurrencer TikTok. Beaucoup de youtubeurs présents sur la plateforme depuis longtemps n'ont pas apprécié cette nouveauté, car elle remet en question l'entièreté de leur manière de créer des vidéos. Et surtout, elle retire la plus grosse différence entre YouTube et les autres réseaux sociaux, à savoir le format horizontal. Tous les youtubeurs se sont battus pendant des années pour imposer le style de vidéo horizontalement, qu'il ne fallait surtout pas filmer en vertical parce que ça faisait amateur. Non, d'accord, maintenant YouTube incite à faire ça. Mais comme la majorité des visionnages sur YouTube ont maintenant lieu depuis un téléphone, il est logique que la plateforme s'adapte à son support de diffusion. Et les personnes qui regardent des vidéos sur leur téléphone aujourd'hui ont généralement assez peu de patience car elles sont habituées à très rapidement swiper sur Instagram ou sur TikTok lorsque leur attention n'est pas retenue pour aller voir du contenu qui leur plaît plus. C'est donc logique que YouTube évolue pour prendre en considération ce changement, même s'il n'apporte rien de nouveau par rapport aux autres réseaux sociaux. Et d'ailleurs, ce manque d'attention des viewers sur le web avait déjà impacté la production vidéo sur YouTube avant les shorts, puisque les youtubeurs avaient commencé à dynamiser de plus en plus leur montage. Un montage très dynamique. Dynamique, faut que ça bouge, faut que ça cut, tout le temps. La caméra, il faut qu'elle bouge, parce que si elle bouge pas, on risque de vous ennuyer, donc il faut que ça bouge. Vous savez, c'est les clés, il faut agiter les clés. Lorsqu'un plan dure plus de 5 secondes aujourd'hui, dans une vidéo de divertissement sur YouTube, c'est souvent le plan le plus long de la vidéo. Un excellent exemple de ce changement, c'est la vidéo de présentation de la chaîne des cuts et des zooms. Ça c'est pas grave, ça fait partie du charme de cette chaîne en fait. Oui, parce que c'est une chaîne YouTube qui s'appelle Des cuts et des zooms. Oui, des cuts et des zooms, parce que comme on est youtubeur, quand on parle, des fois il y a des cuts et des zooms. D'ailleurs, cette utilisation très répétée de zoom numérique, c'est-à-dire des zooms créés au montage en recadrant l'image, c'est aussi quelque chose que YouTube a rendu acceptable. Puisqu'aujourd'hui, le public qui regarde la plateforme n'en est plus du tout dérangé, alors qu'avant, aucun vidéaste ne pouvait le faire car l'image perdait en qualité. À la télé, je veux dire, zoomer dans un cadre HD 1080p et accepter le pixel, c'est pas possible, tu vois. Alors que nous, on a tort. Je sais pas si c'est que t'as fait des gros zooms des fois dans l'image. J'ai fait des gros zooms de connard parce que vu qu'on tournait très vite, on disait on fait cette séquence et genre hop, on fait la séquence et je fais faudrait vraiment que j'ai que ça dedans ou que machin. Et des fois j'oublie un peu le cadre, enfin, je rotate, mais numériquement. Comme la majorité du public regarde YouTube sur un petit écran de téléphone, dans des conditions souvent peu optimales comme dans les transports en commun, le manque de qualité n'est plus aussi dérangeant qu'avant. Et chose étonnante, alors que les viewers veulent voir des vidéos très régulières, on a vu ces dernières années la durée des vidéos s'allonger de plus en plus sur les chaînes de divertissement, et il est donc maintenant fréquent de voir des vidéos de plus d'une demi-heure sur ces chaînes YouTube, ce qui augmente forcément le travail nécessaire pour publier des vidéos. On a deux façons de sortir des vidéos tout le temps. Soit on a une structure absolument démentielle derrière, avec énormément de moyens, type des chaînes de télévision ou des gros productions avec des gros networks, ou faire de la vidéo au mètre, comme il existe de la musique au mètre. En gros, faire des vidéos, faire du fast-food. En fait, faire un truc qui demande peu de moyens, peu d'écriture, peu de pré-production, et d'en sortir tout le temps régulièrement. Les grosses chaînes YouTube ont donc réussi cette évolution de leur contenu en augmentant la taille de leurs équipes et finissent par avoir un fonctionnement qui ressemble de plus en plus à celui de la télévision. Est-ce que finalement YouTube est pas en train de ressembler à la télé? Parce que là c'est le signe d'une professionnalisation évidente. En fait c'est du faux fait maison. C'est-à-dire qu'à la base, c'était du vrai fait maison, parce que littéralement, j'étais chez moi. Et en fait, tu te rends compte que tu ne peux juste pas ni t'organiser, ni créer du contenu sans t'organiser. Donc, ce que j'ai pris de la télé, je pense, c'est vraiment la professionnalisation derrière. YouTube, c'est la télé. YouTube a totalement adopté la logique de la télévision. YouTube a d'ailleurs fini par se développer jusqu'au point d'attirer sur la plateforme les personnes qui ne regardaient que la télévision jusque-là. Et le contenu vidéo sur le web s'est donc adapté pour plaire à ce public devenu majoritaire.
YouTube il y a 10 ans c'était la contre-culture. Les gens regardaient la télé et tout et il y avait YouTube qui sortait. Maintenant YouTube c'est devenu la norme, c'est comme ça. YouTube a donc réussi à devenir incontournable grâce aux créateurs qui ont fait connaître la plateforme en y diffusant au départ des vidéos introuvables ailleurs, souvent avec des concepts nouveaux, décalés et parfois même bizarres. Et lorsque cette culture est devenue connue de tous, une partie des personnes qui ont connu l'ancien YouTube y ont vu la fin de ce qu'ils aimaient sur la plateforme. Mais même si aujourd'hui ce qui fonctionne le mieux sur YouTube c'est le divertissement mainstream, c'est-à-dire le fit and fun comme on l'appelle sur la plateforme, il existe toujours des vidéastes qui font de la vulgarisation scientifique, de la critique cinéma, du gaming, des enquêtes ou encore des vidéos au concept unique et décalé. Donc en réalité, YouTube n'est toujours pas devenu la télé aujourd'hui car la plateforme continue de laisser la parole à tout le monde et les petits créateurs peuvent encore y diffuser leurs concepts. Et si vous le souhaitez, vous pouvez toujours les découvrir si vous les recherchez. Finalement, si YouTube a bouleversé la production audiovisuelle française dès 2007 et continue encore de le faire aujourd'hui, c'est grâce à un point plus que tous les autres, à savoir vous, son public. ans, c'est énorme quand même. On se rend pas compte du temps qui passe, c'est ouf. On va terminer avec un dernier petit truc.